Bonjour et bienvenue pour cette masterclass de Blast. Donc, je me présente, je m'appelle Lê Nguyen Oang. J'ai longtemps été chercheur en mathématiques appliquées et en particulier en sécurité de l'intelligence artificielle et également en théorie des jeux et en théorie des scrutins. Maintenant, je suis président PDG de l'entreprise, la start-up Kelly Carpa, qui fait de la cybersécurité, et également président de l'association Tournesol, qui développe une plateforme pour concevoir des algorithmes de recommandation notamment, de manière sécurisée et collaborative. Aujourd'hui, on va parler pas mal des algorithmes de recommandation. En premier lieu, on va parler de la menace existentielle que représentent aujourd'hui les algorithmes de recommandation, qui me semblent très gravement sous-estimés par à la fois les chercheurs, le grand public et les politiciens. Et je vais affirmer en particulier que le futur des démocraties et du monde de façon générale dépend pas mal de ce que ces algorithmes amplifient à très grande échelle. Ensuite, dans une seconde partie, on parlera de la conception des algorithmes qui sont derrière ces recommandations. Et on va voir en particulier que ces algorithmes sont une forme moderne de scrutin qui n'est absolument pas sécurisé, ou en tout cas très mal sécurisé. Et ça a conduit à beaucoup d'amplification de la désinformation, notamment par des campagnes de propagande, par des fermes de trolls. Et en particulier, ça a conduit à une montée de la désinformation et des appels à la haine en ligne qui mettent en danger des millions de vies à travers le monde. Enfin, en troisième partie, on va parler d'une solution sur laquelle on travaille, qui est l'application Tournesol. Et plutôt que de parler uniquement des problèmes spécifiques de Tournesol, je vais insister sur les défis plus généraux qui se posent lorsqu'on essaie de concevoir une plateforme collaborative pour concevoir des algorithmes de manière démocratique, et en particulier tous les enjeux de sécurité ou tous les compromis entre inclusivité et sécurité qui se posent dans la conception de telles plateformes. Je vais appeler chacun d'entre vous à essayer de contribuer au développement de cette plateforme, soit directement, en étant chercheur par exemple, en travaillant sur les questions de recherche qui se posent sur Tournesol, soit à travers des contributions directes à la plateforme, puisque la plateforme étant finalement un scrutin lui-même, l'un des gros enjeux est d'avoir des personnes qui participent au scrutin. Et donc plus il y en a parmi vous qui voteront, mieux seront les recommandations faites par l'algorithme. Et enfin, il y a d'autres manières plus indirectes de participer, que ce soit par des donations, notamment financières, mais également tout simplement par la promotion de la plateforme. Voilà, c'est un grand programme. Je vous propose de commencer en parlant d'abord des algorithmes de recommandation et de l'enjeu qu'ils représentent aujourd'hui pour nos sociétés. Ce qu'il faut bien voir, c'est que sur beaucoup de plateformes, les algorithmes de recommandation ont pris une ampleur énorme. Donc, que font ces algorithmes de recommandation? Essentiellement, à chaque fois que vous ouvrez votre téléphone et que vous appuyez sur une application de réseau social, notamment YouTube, TikTok, Twitter ou Facebook ou Instagram, le contenu qui va vous être montré est un contenu qui a été sélectionné par un algorithme, qui sont aujourd'hui, ce sont vraiment les algorithmes les plus sophistiqués qu'il y a au monde. D'une certaine manière, ce sont des algorithmes qui sont probablement beaucoup plus sophistiqués que les chatbots comme ChatGPT dont on entend beaucoup parler. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces algorithmes de langage aujourd'hui, ils n'ont pas d'application très concrète. En tout cas, ils n'ont pas de rentabilité à court terme. Alors que les algorithmes de recommandation, non seulement la recommandation de contenu, mais également de recommandation de publicité, donc on parle aussi de publicité ciblée, ces algorithmes représentent un business qui se chiffre à des centaines de milliards de dollars par an. Sachant cela, il ne faut pas être surpris si on apprend que littéralement des dizaines de milliards au moins de dollars par an sont investis dans l'optimisation, la construction et l'optimisation de tels algorithmes. Ces algorithmes sont vraiment très sophistiqués, ils apprennent vraiment, ils font du profilage, ils apprennent vraiment les comportements de milliards d'utilisateurs. Ils sont capables d'anticiper énormément ce sur quoi tel ou tel utilisateur a davantage de chances de cliquer. Donc il y a vraiment tout un travail au niveau de la surveillance des utilisateurs, mais il y a également tout un travail d'analyse des contenus à recommander. Donc ces algorithmes sont vraiment très sophistiqués. Ils sont également très influents. Ce qu'on peut voir, c'est que sur la plupart des plateformes, par exemple, on peut prendre le cas de YouTube, le nombre de vues que va faire une vidéo est vraiment directement lié beaucoup plus au nombre de fois qu'il est recommandé par l'algorithme qu'à son caractère clickbait, c'est-à-dire à quel point les gens ont tendance à cliquer dessus. Je suis moi-même youtubeur et j'ai accès aux statistiques de ma chaîne, mais ce qu'on peut voir, c'est que ce qu'on appelle le click-through rate, donc le nombre de fois que les gens cliquent
lorsqu'on leur propose une vidéo. Ce click-through rate, la fréquence à laquelle les gens cliquent, il ne varie pas énormément. Il peut varier d'un facteur 10, entre une vidéo qui est très clickbaity, qui donne vraiment envie d'être cliquée, et une vidéo qui est un peu plus sobre et moins attirante. Il y a peut-être un facteur 10, mais c'est rare qu'il y ait une variation beaucoup plus grande. Généralement, ça varie entre quelques pourcents, 2% de click-through rate à peut-être 20%, mais vraiment 20%, c'est énorme. Donc il y a peut-être un facteur 10, peut-être facteur 20 maximum, alors que le nombre de recommandations, lui, par contre, varie d'un facteur facilement 1 million, voire beaucoup plus. Ainsi, si une vidéo fait des millions de vues, ce n'est pas tant parce que les gens cliquent à chaque fois dessus, à chaque fois qu'il est recommandé, c'est davantage parce que la vidéo a été recommandée des dizaines de millions, voire peut-être même des centaines de millions de fois. Donc ce qui fait que les gens regardent tel contenu plutôt que tel autre contenu, ce qui fait qu'ils vont s'intéresser davantage aux derniers clashs qu'il y a sur les réseaux sociaux, à la dernière chose énervante ou sensationnaliste, plutôt qu'à des sujets beaucoup plus importants comme par exemple le changement climatique, l'abus des droits humains ou autres. Ce n'est pas tant le fait que les gens cliquent davantage sur un contenu sur l'autre, ça joue bien sûr, mais surtout, beaucoup plus, ce qui va jouer, c'est le nombre de fois que l'algorithme recommande tel contenu plutôt que tel autre. Et il se trouve que, de façon empirique, on observe que, notamment c'est ce qui a été révélé à travers les Facebook Files, révélés par une lanceuse d'alerte, Frances Haugen, ancienne employée de Facebook. Ce qui a été révélé, c'est que cet algorithme a des biais énormes en faveur du sensationnalisme, à tel point qu'il modifie, et j'y reviendrai, le comportement des créateurs de contenu. Et alors, en quoi c'est un problème? Donc, j'ai déjà parlé un petit peu du problème de la priorisation d'informations. Il y a déjà des problèmes individuels qui sont un peu les problèmes les plus évidents. Donc on peut imaginer typiquement que quelqu'un qui a déjà des problèmes d'addiction, par exemple, à certains produits, on peut penser aux jeux d'argent, on peut penser à l'alcool ou autre, de telles personnes, si elles se font recommander de façon répétée des contenus qui les poussent à ce genre d'addiction, forcément, elles vont se retrouver dans un état émotionnel difficile, surtout si elles cherchent activement à lutter contre ces addictions. De façon plus générale, il y a eu beaucoup d'études qui lient les consommations de contenu sur Instagram notamment, mais sur différents médias de façon générale, à des problèmes de dépression. Donc sur Instagram, en particulier chez les adolescentes, il y a des problèmes très graves soulevés d'augmentation, par exemple, de dépression, voire de suicide auprès des adolescentes. Là, on a un cas où finalement l'algorithme, en faisant telle ou telle recommandation, met des vies en danger. Et en fait, là, on parle même de centaines de milliers de vies, voire de millions de vies. Donc l'ampleur de ce problème est énorme. Et c'est des problèmes individuels très graves. En plus de ça, comme j'en ai déjà un peu mentionné, il y a le problème des incitatifs que cela crée pour les créateurs de contenu. Donc moi, je suis moi-même un créateur de contenu, donc j'ai subi cela d'une certaine manière. Je vois très bien que quand un contenu fait beaucoup de vues, ça m'incite à reproduire ce genre de contenu. Notamment, l'interface de YouTube pousse beaucoup à s'intéresser aux statistiques des vidéos produites. C'est encore plus le cas pour ceux qui sont financièrement dépendants des contenus qu'ils produisent. Donc tous les YouTubeurs qui vivent de leur création, tous les médias, tous les créateurs de contenu qui vivent vraiment de leur contenu produit, vont forcément être influencés par le type de contenu qui est populaire sur la plateforme qu'ils utilisent. Et ça, on l'a beaucoup vu dans le cas des Facebook Files, qui révèlent notamment que BuzzFeed avait écrit des messages à Facebook se plaignant de l'impact négatif de l'algorithme de recommandation, non seulement sur ceux qui étaient promus, mais également sur les incitatifs que cela conduisait pour l'entreprise BuzzFeed. BuzzFeed rapportait notamment que cela les avait poussés à faire des contenus beaucoup plus clivants, à parler beaucoup plus de choses énervantes, divisantes, alors que les contenus qu'ils faisaient sur le bien-être, notamment le bien-être animal, étaient beaucoup moins vus. Et du coup, BuzzFeed a naturellement produit moins de ces contenus, en tout cas a investi beaucoup moins dans la création de tels contenus. Ça, c'est un aspect très important. Les algorithmes de recommandation modifient l'offre informationnelle sur les différentes plateformes. Et on peut imaginer que cela ne se restreint pas à la plateforme elle-même.
puisqu'il y a de la porosité entre les différents médias, bien sûr, ce qui est produit sur YouTube est discuté sur Twitter, voire à la télévision, et ce qui est produit à la télévision est ensuite discuté sur Twitter, sur YouTube et sur TikTok. Et donc on a un paysage médiatique qui est peut-être potentiellement complètement modifié par ces algorithmes de recommandation de manière indirecte. Le risque étant qu'un média qui ne s'adapte pas finisse par couler, puisque produire des contenus, c'est une activité économique qui malheureusement coûte cher. Donc ça c'est un problème très très important, les incitatifs. Et ils ne vont pas uniquement au niveau des créateurs de contenu, ils s'appliquent également aux politiques. Les Facebook Files rapportent que les politiciens européens avaient écrit à Facebook en leur disant que il y a une guerre de l'information permanente entre politiciens à travers tous les médias, y compris les réseaux sociaux, et que pour gagner cette guerre de l'attention, ils étaient obligés de se conformer à l'algorithme, c'est-à-dire aborder eux-mêmes des contenus plus clivants. Donc là, on voit bien que les algorithmes de recommandation, ils ont vraiment une portée géopolitique majeure. Je suis ici aujourd'hui parce que je crois que les produits de Facebook nuisent aux enfants, attisent les divisions, affaiblissent notre démocratie et bien plus encore. Les dirigeants de l'entreprise savent comment rendre Facebook et Instagram plus sûrs, mais ils ne feront pas les changements nécessaires parce qu'ils font passer leurs immenses profits avant les gens. Ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est le fait que cette portée est du coup pas limitée à un problème individuel. Je pense que trop souvent, quand on pense à ces algorithmes de recommandation, on ramène le problème à notre interaction avec l'algorithme de recommandation. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur et j'en prends pour exemple le cas des recommandations faites par Yandex, qui est un peu le Google russe, à 30 millions de Russes pendant le début de l'invasion ukrainienne en février 2022. Donc l'ancien directeur de la branche actualité de Yandex s'était plaint lui-même et avait écrit à ses anciens collègues en les suppliant de faire quelque chose à propos de cela, parce que ce qui était recommandé à 30 millions de Russes, c'est le nombre d'utilisateurs de Yandex, était en fait en train de mettre en danger 40 millions de vies ukrainiennes. Là on voit bien que les 40 millions de vies ukrainiennes, elles sont infectées en fait indirectement par l'algorithme de recommandation de Yandex, alors qu'eux-mêmes ne consomment pas ces contenus. Ce problème n'est pas du tout limité au cas de la Russie et de l'Ukraine. Sur des problèmes comme par exemple le changement climatique, ce qui est recommandé massivement à 300 millions de consommateurs américains aujourd'hui, ou à des milliards d'utilisateurs chinois, notamment si ça les pousse à consommer des SUV, de la viande ou des produits polluants, tout ceci va mettre en danger des millions de vies à travers le monde, dans des pays potentiellement très différents, au Pakistan ou à Madagascar, qui souffrent des conséquences avérées du changement climatique. Donc le problème n'est absolument pas individuel, et il est encore plus atroce dans les cas où il y a des appels à la guerre. Là j'ai envie de mentionner le cas du Myanmar, qui a été reconnu non seulement par l'Organisation des Nations Unies, mais également par Amnesty International. Ces organisations ont reconnu le rôle très complice de Facebook dans les appels à la haine et au génocide envers les communautés des Rohingyas au Myanmar, qui est une communauté musulmane à l'ouest, au nord-ouest du Myanmar, et du Tigré, qui est une communauté au nord de l'Éthiopie. Donc dans le cas du Myanmar, on parle de dizaines de milliers de morts, et de presque 1 million de réfugiés, autour de 700-800 000 réfugiés, près d'1 million de vies qui sont bouleversées à cause de l'amplification massive de la haine via les algorithmes de recommandation, notamment de Facebook, qui ont été reconnus dès 2017. Et depuis 2017, les efforts faits pour contrer cet appel à la haine ont été très, très insuffisants. Et dans le cas du Tigré, on parle... certains chiffres mentionnent au moins un demi-million de morts. Donc l'ampleur de ce conflit est vraiment atroce, avec aussi toutes sortes de crimes de guerre qui s'en suivent, sur lesquels je ne vais pas m'attarder, même s'il y aurait beaucoup de choses graves à dire. Enfin, un dernier aspect important que j'aimerais mentionner, c'est le problème de l'inattention. Je pense que très souvent, quand on pense aux algorithmes de recommandation, on pense beaucoup à l'amplification de tout ce qui va mal, à la désinformation, à la haine. Mais il y a un problème qui, à mon sens, est plus grave encore, c'est le problème de l'inattention
à des problèmes pourtant très importants sur lesquels l'attention est critique pour avancer. Donc je pense notamment à tout ce qui est abus de droits humains. On pourrait mentionner par exemple tout ce qui s'est passé au Yémen jusque-là, où le manque d'attention à ce problème fait que, contrairement au cas de l'Ukraine par exemple, très peu d'aide de la communauté internationale a été fournie pour empêcher les tragédies qui ont lieu. On pourrait mentionner également le cas du Tigré qui est dans le même cas de figure. Un autre aspect, par exemple, sur lequel il y a une inattention gravissime, c'est le problème, bien sûr, du changement climatique, et en particulier de la raréfaction de ressources ou de la dépendance énergétique en des pays autoritaires. Ou encore, un autre problème qui, à mon sens, manque gravement d'attention, c'est le problème de la cybersécurité, qui aujourd'hui est une menace qui est vraiment très dangereuse, dans le sens où beaucoup des systèmes critiques d'information de beaucoup de pays sont aujourd'hui la sécurité est sous-valorisée, du coup ces problèmes sont pas assez sécurisés, et il y a un manque du coup d'investissement dans la sécurité. Et enfin, un autre problème que je pourrais mentionner, c'est le problème dont on parle aujourd'hui dans cette masterclass, à savoir le problème des algorithmes de recommandation. Quand ChatGPT, par exemple, est beaucoup plus discuté par les médias que ce problème des algorithmes de recommandation, alors que les algorithmes de recommandation, à mon sens, menacent des millions de vies et la stabilité des démocraties à travers le monde, ce qui me semble beaucoup plus grave que les prouesses dont est capable ChatGPT. Voilà, plus globalement, donc une attention aux souffrances humaines, et en particulier le travail d'empathie qui serait nécessaire pour appeler à la paix. C'est quelque chose qui est sous-valorisé par les algorithmes de recommandation, qui n'est pas amplifié. Et par conséquent, il y a un grand risque que le monde, globalement, manque d'empathie envers les populations souffrantes. Et que du coup, cela empêche l'aide à ces communautés. J'espère vous avoir convaincu que les algorithmes de recommandation posent un problème et sont potentiellement une menace existentielle. Plus encore dans le cas d'algorithmes de recommandation qui sont contrôlés par des puissances autoritaires sur lesquelles je reviendrai. J'espère que cette première partie vous pousse à donner plus d'attention à ce problème, à vous informer davantage sur tous les problèmes que ça pose, et également sur les solutions qui existent à lutter contre. On va passer maintenant à la deuxième partie, où on va parler davantage des algorithmes qui sont derrière ces recommandations, qui posent tant de problèmes, leur nature et pourquoi est-ce qu'ils posent aujourd'hui problème. Ces algorithmes aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est les algorithmes parmi les plus sophistiqués qu'il y a au monde. Donc l'algorithme de YouTube, il faut bien se rendre compte qu'il analyse 500 heures de vidéos par minute, parce que c'est le nombre d'heures mises en ligne. En fait, c'est les chiffres de 2019. Aujourd'hui, ce chiffre a encore sans doute augmenté, même si malheureusement, je ne suis pas capable de vous donner un chiffre plus précis puisque Google ne communique pas dessus. Ce chiffre donne déjà l'ampleur de la tâche qui doit être résolue par ces algorithmes de recommandation, à savoir comprendre quels sont tous ces contenus mis en ligne pour essayer de déterminer lesquels doivent être davantage recommandés. Ces algorithmes analysent aussi le comportement de milliards d'utilisateurs, donc il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, pour faire cela, on a vraiment besoin des outils les plus sophistiqués. D'une certaine manière, c'est un problème, c'est le problème de sciences sociales, en tout cas un des problèmes les plus difficiles de sciences sociales et pour lequel on a beaucoup de données, ou plutôt les entreprises privées ont beaucoup de données auxquelles les chercheurs n'ont malheureusement pas accès. Et donc avec toutes ces données, forcément des algorithmes extrêmement sophistiqués ont été conçus, qui font de l'analyse d'images, qui font de la compréhension de texte, qui font de l'analyse du profilage d'utilisateurs, vraiment beaucoup de choses très sophistiquées. Ces algorithmes, malheureusement, je ne vais pas pouvoir les expliquer puisque moi-même je ne les connais pas et ils sont extrêmement opaques. Ceci étant, on peut donner des idées globales de comment fonctionnent ces algorithmes, puisque très probablement ils suivent les principes de base qui ont été établis par la recherche scientifique. Et donc le principe de base de ces algorithmes, c'est très clairement, ce sont des algorithmes dits de machine learning, ou d'apprentissage machine en français. Quels sont ces algorithmes de machine learning? Eh bien, de cette manière, ce sont des algorithmes qui apprennent, littéralement, ce sont des algorithmes qui apprennent. Et ils apprennent de quoi? Ils apprennent des données qui leur sont fournies pour faire cet entraînement. Malheureusement, il se trouve qu'on a observé empiriquement que plus un algorithme a de données, plus il est performant. Et donc il est très tentant pour ces entreprises de fournir un maximum de données à ces algorithmes pour qu'ils apprennent autant que possible et pour qu'ils soient aussi spectaculaires que possible. Et c'est ce qui est fait pas mal en pratique, notamment dans le cas des algorithmes de langage,
ou des applications comme GPT-3, ChatGPT, Palm de Google, Blenderbot de Meta. Tous ces algorithmes sont conçus souvent en apprenant à partir de données massives du web. Donc typiquement des pages web qui sont téléchargées à gauche à droite, des conversations sur des réseaux sociaux publics ou semi-publics comme Reddit ou Twitter. Et à partir de toutes ces données, ces algorithmes vont apprendre. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que l'apprentissage consiste à généraliser ces données d'entraînement. C'est-à-dire qu'un algorithme qui apprend de toutes ces données va chercher à parler de la même manière que les gens parlent sur ces données d'entraînement, c'est-à-dire sur Twitter, sur Reddit ou sur le web de façon générale. Et ça pose clairement un énorme problème puisque des algorithmes, lorsqu'on les lance sur des sujets clivants, sur lesquels l'opinion la plus répandue sur Internet est un appel à la haine ou une désinformation, il faut s'attendre à ce que ces algorithmes répliquent ce genre de comportement. Et ça, on l'a observé dans le cas notamment de GPT-3, donc l'algorithme développé par l'entreprise OpenAI. Ils sont capables d'anticiper énormément ce sur quoi tel ou tel utilisateur a davantage de chances de cliquer. Donc il y a vraiment tout un travail au niveau de la surveillance des utilisateurs, mais il y a également tout un travail d'analyse des contenus à recommander. À chaque fois qu'on lançait GPT-3 sur des histoires de musulmans, on commençait une phrase en parlant des musulmans, cet algorithme fait de l'autocomplétion et il complétait la phrase en parlant systématiquement de terrorisme ou au moins de meurtre. Donc là, on observe un biais systématique dans cet algorithme qui est lié à un biais systémique dans l'organisation du web. C'est un cas qui est très intéressant parce qu'il est très spectaculaire et donc il permet d'attirer pas mal d'attention. On a observé des efforts de ChatGPT de OpenAI de corriger un peu GPT-3 avec un nouvel algorithme appelé ChatGPT qui consiste en gros à demander à des reviewers humains de dire à l'algorithme un peu plus « Ah, ce que tu as dit là, c'est pas bien, là, c'est davantage ce qu'il faut dire ». Ça a corrigé une partie des problèmes, mais vraiment pas du tout le cœur du problème. Et il arrive très souvent que cet algorithme produise du contenu extrêmement raciste ou des appels à la haine. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces applications qui sont très spectaculaires, qui attirent beaucoup l'attention, en fait, sont assez négligeables d'une certaine manière parce que leur impact géopolitique est beaucoup moindre que d'autres algorithmes beaucoup plus dangereux à mon sens, à savoir les algorithmes de recommandation. Et ces mêmes problèmes qu'on a pour les algorithmes de langage, ils existent également pour les algorithmes de recommandation qui vont amplifier et recommander davantage les contenus qui semblent plus populaires à leurs yeux. Donc typiquement, les contenus qui sont beaucoup plus likés, beaucoup plus regardés, beaucoup plus commentés sur ces plateformes, TikTok, YouTube et Twitter, sont des contenus que l'algorithme de recommandation va beaucoup plus amplifier, y compris quand ces contenus sont haineux ou racistes. Et ça, c'est un problème beaucoup plus dangereux, puisque dans le cas du Myanmar, on a vu que ça conduisait même à un génocide. En tout cas, ça a beaucoup contribué à un génocide d'après l'Organisation des Nations Unies et Amnesty International encore une fois. Donc on a là un problème vraiment grave et on peut se demander pourquoi est-ce que l'algorithme amplifie ces tels contenus. La réponse vient encore une fois de ces données d'entraînement puisque en machine learning, en apprentissage machine, l'algorithme généralise ces données d'entraînement. En fait, d'une certaine manière, ce qu'il faut voir, c'est que ces données d'entraînement, c'est ce qui permet de concevoir l'algorithme et d'une certaine manière, lorsque quelqu'un produit de tels contenus, lorsque quelqu'un regarde un contenu, like un contenu ou commente un contenu, c'est exactement comme s'il votait pour que ce contenu soit davantage amplifié par l'algorithme de recommandation. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens comprennent quand on utilise ces contenus. En tout cas, dans les commentaires que j'ai sur YouTube, j'ai régulièrement des commentaires qui mettent un commentaire d'une certaine manière artificielle ou fabriquée ou non authentique pour encourager l'algorithme de recommandation à recommander davantage le contenu qu'il venait de visionner. Bien, ce travail qui est fait par mes abonnés sur ma chaîne, il faut se rendre compte qu'il est fait de façon beaucoup plus massive encore par les campagnes de désinformation qui vont ainsi amplifier des contenus potentiellement nuisibles, voire dangereux pour les démocraties ou pour la sécurité, notamment dans le cas du cyberharcèlement, on l'observe beaucoup, c'est pour la sécurité notamment des créateurs de contenu. Encore plus quand il s'agit de créatrices qui, comme on le sait, sont beaucoup plus exposées à ce genre d'attaques dangereuses sur Internet. L'analogie que je propose, sur laquelle j'aimerais insister et que je propose ici, c'est de voir vraiment ces algorithmes comme des systèmes de vote, comme des scrutins.
C'est une analogie qui en fait est plus qu'une analogie, puisque un scrutin, de façon très générale, un scrutin, c'est quelque chose qui prend en compte l'expression de plusieurs personnes et qui va aboutir à une décision collective qui résulte des avis des différentes personnes sondées. De plus en plus, on essaie de pousser notamment dans notre recherche en machine learning à voir ces algorithmes comme des scrutins. Et malheureusement, quand on fait ça, on se rend compte très vite que les scrutins qui gouvernent aujourd'hui la recommandation de contenu sur le web et donc le flux de l'information sur le web, donc ce qui attire l'attention, ces scrutins-là sont extrêmement mauvais, sont extrêmement mal sécurisés et ont de très très mauvaises propriétés. Ils sont vraiment une catastrophe en termes de théorie, ce qu'on appelle la théorie du choix social, c'est-à-dire la théorie des scrutins. Alors en quoi ils sont très mauvais? En premier lieu, ils ne sont absolument pas dans la logique une personne, une voix, qui est quand même un des principes assez fondateurs des démocraties. En fait, pour beaucoup de ces algorithmes, il suffit de parler davantage pour davantage influencer l'algorithme. Plus vous allez liker, regarder des contenus sur YouTube ou sur TikTok et mettre des likes sur les bons contenus, plus vous influencez l'algorithme. Alors dit comme ça, a priori, ça paraît pas mal, sauf qu'il faut se rendre compte que derrière cela, il y a des enjeux économiques et géopolitiques énormes. Et donc il faut s'attendre, et c'est le cas en pratique, à ce qu'il y ait des entreprises privées et des régimes, notamment autoritaires, qui vont investir massivement pour polluer le vote et encourager la recommandation de contenus problématiques. En particulier aujourd'hui, il y a même une industrie autour de la création de fonds contenus pour amplifier tel ou tel contenu. C'est une industrie assez vieille, hein, ça tourne notamment autour de ce qu'on appelle parfois le Search Engine Optimization, donc l'optimisation des moteurs de recherche pour être davantage recommandé notamment par Google. Ce qu'il faut voir, c'est que cette forme assez classique de référencement, les recherches Google, est un petit peu passée aujourd'hui puisqu'il y a plus de vues sur YouTube que de recherches sur Google. Et donc les contenus les plus consommés le sont davantage à cause des algorithmes de recommandation directement qu'à cause de la recherche sur Google. Donc il y a encore beaucoup plus d'intérêt à essayer d'investir dans la recommandation, dans le hackage de la recommandation des algorithmes de recommandation. Donc ça c'est un aspect assez problématique. Alors il y a certaines défenses contre cela, donc on peut limiter l'effet de chaque compte individuel, et donc il y a certaines plateformes qui essaient de faire cela. Par exemple, le nombre de likes que vous pouvez mettre sur une vidéo YouTube en particulier, c'est 1 par utilisateur, donc c'est une certaine défense contre cela. Mais il y a ensuite une attaque contre cela qui consiste à simplement créer beaucoup de faux comptes. Et là encore, en fait, il y a toute une industrie aujourd'hui, mais une industrie extrêmement complexe aujourd'hui et extrêmement lucrative, qui consiste à créer des faux comptes, notamment des faux comptes de qualité. Sachant qu'il y a un faux compte qui vient d'être créé, a plus de chances d'être retiré rapidement par les plateformes, être détecté comme un compte non authentique. Et donc il y a tout un travail de ces entreprises à voler des vieux comptes ou à récupérer des comptes ou à entretenir des comptes créés il y a longtemps pour ensuite les revendre à des entreprises qui souhaiteraient utiliser cela pour amplifier leur contenu. Ça c'est un énorme problème, et juste pour insister sur l'ampleur de ce problème, j'aimerais partager un chiffre qui est le nombre de faux comptes que Facebook retire chaque année de sa plateforme. Facebook communique, jusqu'à récemment, communiquait dessus, et ce chiffre est de l'ordre de 7 milliards de faux comptes par an. 7 milliards de faux comptes créés par an, très probablement dans un but de hacker les recommandations qui sont faites sur ces plateformes. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a là vraiment un marché de l'information au sens économique, dans le sens où les personnes qui investissent davantage pour hacker ce marché de l'information, pour faire en sorte que leur contenu ait plus de visibilité, ces personnes sont en train simplement d'investir dans ce marché et du coup de gagner des parts de ce marché, c'est-à-dire de l'attention de la plupart des utilisateurs. Contrario, des groupes, notamment des groupes militants qui cherchent à avoir de l'attention pour par exemple défendre des problèmes d'abus de droits humains ou des problèmes de changement climatique, eux n'ont généralement pas les mêmes moyens pour investir dans ce marché de l'information et seront donc nécessairement battus dans cette bataille de l'information qu'il y a sur Internet. Là, je parle de systèmes qui sont un petit peu dark, pas très clean, mais il faut bien voir que le marché de l'information, c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps, notamment à travers la publicité. La publicité, c'est vraiment un marché d'information dans le sens où il suffit de payer
pour avoir un contenu davantage recommandé. J'insiste un peu sur ça parce que l'un des grands problèmes aujourd'hui, par exemple pour la cause environnementale, c'est le problème de la surconsommation. Et le moteur de la consommation et de la surconsommation, c'est vraiment la publicité, notamment si on pense à l'industrie de la mode ou à l'industrie des nouvelles technologies. Beaucoup du renouvellement de ces produits est lié à l'appel à consommer davantage, qui est lié à ce problème de la publicité. Or, il y a des lois qui encadrent la publicité. Donc ici, à la télévision, notamment l'Arcom en France est chargé de vérifier la qualité des contenus, toutes sortes de contenus audiovisuels, mais y compris la publicité. En revanche, sur Internet, les milliards de recommandations de contenus publicitaires qu'il y a par jour, c'est aujourd'hui complètement opaque et il n'y a pas d'agence de régulation pour vérifier que ces contenus sont conformes à la loi, en particulier qu'il n'y ait pas d'arnaque via ces publicités ciblées, pour vérifier qu'il n'y a pas d'incitation à la consommation addictive, notamment tout ce qui est abus de tabac ou d'alcool, ou de jeux d'argent. Faute de régulation, aujourd'hui, ce marché est tout simplement hors de contrôle. Même les lois aujourd'hui ne peuvent pas s'appliquer parce qu'il manque d'investissement pour vérifier que ces contenus sont conformes à la loi. On a là tout un problème au niveau de la transparence de ces algorithmes qui est vraiment un problème assez énorme, d'autant plus que les scrutins qui sont conçus par ces entreprises, donc ces algorithmes de recommandation, sont conçus de manière très opaque, ce qui permet aux entreprises de truquer le vote là où ça les arrange. Donc on a ce problème très clairement déjà dans les entreprises privées qui ont des intérêts propres, qui n'ont par exemple pas intérêt à ce que des discussions sur l'éthique et de leurs algorithmes en particulier et la sécurité de leurs algorithmes soient amplifiées, qui ont davantage intérêt à amplifier tous les discours sur la spectacularisation du machine learning et de l'intelligence artificielle, qui pour faire notamment objet de distraction stratégique et amener les scientifiques à s'intéresser davantage à la spectacularité du machine learning qu'aux problèmes de sécurité, et également les régulateurs, les investisseurs, les politiciens, ainsi de suite. Mais le problème est, à mon sens, beaucoup plus grave encore quand il s'agit d'algorithmes qui sont contrôlés ou contrôlables par des régimes autoritaires. Là, je pourrais mentionner en particulier le cas de TikTok, qui est une entreprise chinoise. Et on sait très bien qu'en Chine, les liens entre les entreprises privées, notamment influentes, notamment de la tech, et le gouvernement chinois sont complexes et opaques, on va dire, pour utiliser un euphémisme. Dès lors, il faut absolument se méfier de ces scrutins, de ces algorithmes de recommandation, parce qu'ils sont complètement opaques, pas vérifiables du tout. Et du coup, ce qui ressort de ce scrutin peut en fait ne pas être représentatif des données qui ont été fournies, c'est-à-dire du comportement des utilisateurs, et peut être même modifié par le gouvernement chinois. En particulier, il y a déjà des études assez préoccupantes sur le type de contenu qu'il y a sur TikTok lorsqu'on recherche le mot Xinjiang, c'est-à-dire cette province où habitent notamment les Ouïghours en Chine, où beaucoup de défenseurs des droits humains suspectent fortement des problèmes d'abus graves de droits humains. Une dernière chose que je veux dire sur ces algorithmes, sur ces scrutins qui sont utilisés sur le web, c'est que le vote qui est utilisé, c'est-à-dire l'expression des consommateurs, notamment des utilisateurs notamment authentiques, ça ne correspond absolument pas à un vote réfléchi, comme ça peut être davantage le cas, notamment quand on va voter à l'urne en démocratie, puisque ça correspond beaucoup plus à leur comportement quotidien, lequel est peut-être potentiellement déjà quelque chose de problématique, ou en tout cas n'est pas quelque chose de réfléchi. Donc je parle parfois de mode zombie, c'est-à-dire que quand je regarde par exemple des images de foot, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube que je regarde en étant fatigué, ce ne sont pas en fait des contenus que je souhaiterais voir recommandés à moi-même, et encore moins des contenus que je souhaiterais voir recommandés à d'autres personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème nécessairement de consommer ces contenus, mais par contre de les voir recommandés massivement, notamment quand à côté il y a des problèmes beaucoup plus graves d'abus de droits humains, ça devient effectivement un problème. Plus généralement, ça vient du fait que la manière, les votes qui sont pris en compte par ces scrutins, ce n'est pas un vote réfléchi, c'est vraiment le comportement
quotidien des utilisateurs sans qu'ils sachent qu'ils sont en fait en train de voter pour le comportement de l'algorithme. J'espère vous avoir bien expliqué le fonctionnement global de ces algorithmes et en particulier j'espère que vous avez compris en quoi ces scrutins sont, selon moi, ces algorithmes sont des scrutins. En tout cas, on peut les voir vraiment comme des scrutins, mais des scrutins très mal sécurisés et extrêmement hackables. Je vais passer maintenant à la troisième partie de cette masterclass qui va parler d'une proposition de scrutin beaucoup plus sécurisé pour concevoir des algorithmes de recommandation, à savoir la plateforme Tournesol que j'ai cofondée et qui est gérée par l'association Tournesol dont je suis le président. Mais derrière Tournesol, il y a une énorme équipe, enfin une énorme équipe, il y a pas une énorme équipe, pardon, il y a 5 personnes, mais il y a des gens extrêmement brillant, donc c'est vraiment pas un projet que j'ai pu faire tout seul. Et en particulier, derrière Tournesol, comme c'est un scrutin, il y a avant tout des contributeurs qui votent pour quel contenu devrait davantage être recommandé sur toutes sortes de réseaux sociaux, mais aujourd'hui on se concentre surtout sur YouTube. Alors, comment concevoir un vote sécurisé? Ce qui va être important pour moi, c'est de vous montrer que les problématiques qui se posent à Tournesol ne sont pas spécifiques à notre projet, et plus généralement, tout système qu'on essaie de concevoir qui va chercher à gouverner collaborativement ces algorithmes de recommandation, avoir un scrutin juste, équitable et sécurisé pour déterminer quelle vidéo devrait être beaucoup plus recommandée à tout le monde, n'importe quelle tentative d'y arriver va être nécessairement confrontée aux problèmes que je vais soulever par la suite et sur lesquels on a dû beaucoup travailler chez Tournesol. Le premier de ces problèmes, c'est le problème de la certification des votants, le problème de la carte électorale finalement, qui peut voter sur Tournesol. En particulier, comment peut-on faire pour être aussi inclusif que possible tout en se protégeant des faux comptes, qui, comme on l'a vu, sont une activité énorme sur Internet. Probablement aujourd'hui, c'est au moins des millions, si ce n'est des milliards de dollars qui sont investis pour produire des faux comptes. Comment est-ce qu'on se protège de toutes ces attaques tout en étant aussi inclusif que possible? La réponse est forcément qu'il y a un compromis entre les deux et qu'il va falloir trouver des solutions qui ne sont pas aujourd'hui entièrement satisfaisantes par manque de dispositifs permettant d'authentifier les comptes sur Internet. La solution qu'on propose sur Tournesol aujourd'hui, c'est consiste surtout à s'appuyer sur des noms de domaine de confiance, donc typiquement des adresses liées à des organisations non gouvernementales de confiance comme WHO.int, donc c'est l'Organisation mondiale de la santé, ou par exemple @amnesty.fr. Et donc ça c'est une manière de certifier des comptes. On a aussi d'autres domaines comme par exemple tout ce qui est universitaire, donc voilà, @polytechnique.edu, @epfl.ch. Et on est prêt à accepter aussi essentiellement des entreprises. La clé en fait pour tous ces noms de domaines, c'est surtout de vérifier que ces noms de domaine ne vont pas créer massivement des faux comptes. Donc ça c'est un des aspects importants et c'est pour ça que des adresses comme @gmail.com ou @protonmail.com ou .me, je ne sais plus exactement. Ce genre de domaine ne va pas être accepté puisque n'importe qui peut facilement créer un compte avec ces adresses et du coup pourra créer potentiellement plein de faux comptes sur Tournesol. Alors le problème bien sûr de partir sur ces noms de domaine, c'est que c'est un système extrêmement exclusif puisque toute personne qui n'a pas un nom de domaine dans ces organisations ne pourra pas participer a priori à Tournesol. Ce n'est pas vrai pour deux raisons. La première, c'est que même si vous n'avez pas une adresse certifiée, vous pouvez toujours participer à Tournesol et vous influencerez en fait les résultats, enfin les recommandations faites par Tournesol. Là où on a une protection en fait, c'est plus sur le fait que le vote cumulé pour une vidéo donnée de tous les comptes non certifiés, ce nombre de votes cumulés ne doit pas être trop grand. Et donc s'il y a trop de gens qui notent une vidéo en particulier et qui ne sont pas certifiés, on va diviser leur droit de vote à ce moment-là pour empêcher des attaques comme il y en a beaucoup sur Internet. Mais de base, lorsque vous notez une vidéo, c'est pris en compte, et en fait de base, c'est même pris en compte comme un vote d'une personne complètement certifiée. Vos votes ont quand même une importance, même si vous n'avez pas un compte certifié. En plus, on sait que l'objectif de Tournesol, et j'y reviendrai un peu plus tard, c'est de motiver la recherche académique sur ces problèmes de gouvernance collaborative des algorithmes.
en fait, on a vraiment tout intérêt à collecter vos données, on a vraiment besoin de vos données. Et du coup, si vous fournissez vos données sur Tournesol, vous jugez les vidéos sur Tournesol de manière publique, eh bien, vos données entrent dans la base de données publique qui pourront être réutilisées par les différents académiques et les différents chercheurs. Et donc, vous encouragez également, ce faisant, la recherche dans le domaine. Mais l'autre raison pour laquelle vous pouvez avoir en fait un droit de vote quasiment total même total sur Tournesol, c'est parce qu'on a en plus de cela un système plus inclusif de certification par parrainage. En particulier, si quelqu'un qui a déjà été certifié ou partiellement, donc la certification est en fait pas binaire, mais si quelqu'un est déjà partiellement certifié sur Tournesol se porte garant pour vous, en certifiant que vous êtes une personne authentique et que vous n'allez pas utiliser plein de faux comptes sur Tournesol, à ce moment-là, vous allez gagner ce qu'on appelle un score de confiance qui vous permettra d'avoir davantage de droits de vote au moment de voter pour quelle vidéo devrait davantage être recommandée sur Tournesol ou via Tournesol, puisqu'on a aussi une extension navigateur via laquelle on fait des recommandations sur la page d'accueil YouTube. Ok, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on cherche à sécuriser autant que possible le vote. Notamment, ça veut dire qu'on se rend bien compte que notre système d'authentification est loin d'être parfait. Et c'est sans doute assez facile pour quelqu'un de très motivé de créer un faux compte quelque part qui sera certifié sur Tournesol, voilà, en demandant à un ami, en se faisant passer pour quelqu'un de fiable, en volant une adresse email dans un nom de domaine de confiance. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait quand même des utilisateurs malveillants sur Tournesol. Du coup, il est vraiment critique pour nous de se protéger contre cela. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on fait parce que malheureusement, ce sont des algorithmes assez sophistiqués en fait, qui n'ont même pas encore été acceptés par la communauté scientifique puisque les articles de recherche qu'on a écrits sont encore en phase de soumission et de revue par les pairs. Mais l'idée globale, c'est que chaque personne tire le score d'une vidéo d'au plus une force qui dépend de son droit de vote. Et l'autre chose, c'est que d'une certaine manière, les scores d'une vidéo sont plongés quelque part dans une vallée parabolique, de sorte que quand quelqu'un tire sur le score, il doit remonter le score, il doit faire remonter la pente à ce score. Ça a pour conséquence qu'un utilisateur unique qui a une force seulement limitée, il ne pourra pas tirer le score très haut. Il ne pourra pas le tirer très bas non plus, de sorte que l'effet du vote d'un individu est borné et fini, et il ne pourra pas manipuler le score arbitrairement. Ça veut aussi dire que pour qu'une vidéo ait vraiment un bon score, il faut que vraiment pas mal de gens se mettent à tirer le score et du coup disent à l'algorithme que cette vidéo est vraiment quelque chose qu'il faut recommander massivement. C'est comme ça qu'on se protège des faux comptes et des faux comptes qui ont réussi à être certifiés en particulier. Un autre aspect sur lequel Tournesol souhaite faire beaucoup mieux que les algorithmes aujourd'hui, c'est qu'au lieu d'utiliser des comportements non réfléchis des utilisateurs, comme j'ai pu en parler dans la partie précédente, sur Tournesol, on va vraiment chercher à faire réfléchir l'utilisateur, à lui faire vraiment poser la question, vraiment fondamentale pour l'algorithme de recommandation, à savoir, entre deux contenus, lequel devrait davantage être recommandé, devrait davantage être mis dans la page d'accueil de YouTube lorsqu'un utilisateur utilise, par exemple, l'extension Tournesol pour navigateur. Ce qui est intéressant de voir avec cette question extrêmement concrète, qui est au final la question qu'il faut se poser d'un point de vue éthique, c'est que doit faire l'algorithme en pratique. Pour répondre à cette question, il va être nécessaire vraiment sur Tournesol de comparer toutes sortes de contenus, y compris des contenus qui parlent de sujets très différents. Ça revient à une problématique plus générale, qui est le fait que les algorithmes de recommandation font de la priorisation de l'information. Vraiment, ils disent, est-ce qu'il faut entendre davantage parler de ça plutôt que de ça? Et ce problème de la priorisation d'information, si vous suivez un petit peu tous ceux qui défendent les droits humains ou tous ceux qui défendent la cause climatique, vous vous rendez compte que c'est vraiment au cœur de leurs préoccupations, à savoir, est-ce qu'on va parler davantage de ces problèmes, de ce qui se passe aujourd'hui en Iran, de ce qui se passe aujourd'hui au Pakistan, que de sujets de moindre importance, comme par exemple le football, même si le football a une certaine importance, elle est sans doute moindre que ces enjeux géopolitiques qui menacent des millions de vies. Du coup, sur Tournesol, je vous invite vraiment à non seulement comparer des contenus qui parlent du même sujet, parce que c'est intéressant de savoir, entre deux vidéos qui parlent du changement climatique, laquelle en parle le mieux, de façon plus juste, de façon plus claire, de façon plus pédagogique, avec un angle peut-être plus important.
Mais c'est également important de comparer des contenus qui parlent de sujets complètement différents. Et c'est une problématique qui me semble en fait beaucoup plus générale que le cas particulier des tournesols, qui est vraiment un problème de priorisation de l'information et de l'attention en particulier globale dans nos sociétés. Un autre aspect sur lequel Tournesol fait, à mon sens, clairement beaucoup mieux que n'importe quelle autre alternative que je connais en tout cas qui existe, c'est au niveau de la transparence. La plupart des scrutins, la plupart des algorithmes de recommandation aujourd'hui sont extrêmement opaques, notamment à cause de problèmes de RGPD, mais pas que bien sûr. Mais bien sûr, le problème de la RGPD, c'est que c'est difficile de combiner données personnelles et influence sur des algorithmes, surtout si on prend comme influence, comme bulletin de vote des utilisateurs, leur comportement authentique, qui est forcément une donnée personnelle sensible sur ces plateformes. Contrairement à tout ça, sur Tournesol, on a un effort énorme de transparence à tous les échelons, à la fois sur la conception globale de la plateforme, sur la gouvernance de la plateforme, dont on parle régulièrement sur notre Discord, également sur les données qu'on utilise, puisqu'on encourage autant que possible les utilisateurs à fournir des comparaisons de vidéos de manière publique pour que ça rentre dans nos bases de données publiques, pour que ça soit ensuite auditable et réutilisable, notamment par des chercheurs. Bon, on permet également quand même des votes secrets, parce que ça peut être parfois compliqué de critiquer notamment un régime autoritaire. Donc je pense que ça reste important qu'il y ait une certaine protection de certaines données sensibles, mais autant que possible, on encourage vraiment la transparence et on essaie de communiquer autant que possible, de vulgariser autant que possible les algorithmes que l'on a derrière et de les expliquer autant que possible, de rentrer autant dans les détails et surtout de prouver des théorèmes de sécurité autour de ces algorithmes qui seront vérifiables, dont les preuves seront vérifiables par la communauté scientifique. Je pense que c'est quelque chose qu'il est urgent d'exiger de tous les scrutins qui sont utilisés sur Internet, c'est-à-dire tous les algorithmes de recommandation. Et enfin, l'objectif dont j'ai déjà un peu parlé, mais sur lequel j'aimerais insister dans cette masterclass des algorithmes de Tournesol et de toute la plateforme qui a été développée, c'est de faciliter et d'encourager beaucoup plus la recherche en sécurité et en éthique de tout ce qui a à voir avec l'information de façon plus générale et pas juste des algorithmes de recommandation. Aujourd'hui, c'est un problème absolument critique. Pour se rendre compte de l'ampleur du problème, il y a un excellent article qui fait une comparaison, un article scientifique qui a été accepté, qui fait la comparaison entre Big Tobacco, donc toute l'industrie du tabac, Philip Morris et les autres, et Big Tech. Selon cet article, aujourd'hui Big Tech est beaucoup plus dangereux que Big Tobacco. Comme j'ai dit, même si Big Tobacco a tué des millions, peut-être des dizaines de millions, je ne connais pas exactement les chiffres, mais a tué beaucoup de vies également. Big Tech est en train de menacer toutes les démocraties, et donc là on parle, et le bien-être et la sécurité de beaucoup plus de gens encore, donc là potentiellement on parle d'un problème beaucoup plus grave. Pourtant, Big Tech aujourd'hui est beaucoup plus infiltré dans le monde académique que Big Tobacco. Il contrôle beaucoup plus, via des financements, via des stages proposés, via des partenariats, des collaborations avec le monde académique. Ils ont beaucoup plus d'influence sur l'attention en particulier des chercheurs, qui vont beaucoup plus s'intéresser naturellement à des algorithmes très performants, des algorithmes de langage et tout cela, qu'aux problèmes de cybersécurité qui mettent des vies en danger. C'est assez similaire avec le cas de Big Tobacco qui va chercher à détourner l'attention de beaucoup de scientifiques pour qu'ils s'intéressent beaucoup plus, par exemple, à des problèmes d'autres sources, par exemple potentielles du cancer, qu'à l'effet direct du tabac sur le cancer. On a des stratégies en fait assez similaires, sauf que Big Tech est encore une fois beaucoup plus infiltré. Il y avait des estimations que dans les pires heures de Big Tobacco, il y avait peut-être 15% des personnes dans le monde académique qui d'une manière ou d'une autre étaient un peu corrompues ou en tout cas financées directement ou indirectement par Big Tobacco. Là, dans le monde de Big Tech aujourd'hui, en gros, la quasi-totalité des chercheurs ont quelque part un partenariat, un financement indirect avec une entreprise de Big Tech. Par voie de conséquence, la recherche sur la sécurité et l'éthique dans le monde académique en informatique est aujourd'hui quasiment négligeable par rapport à tout ce qui est fait dans la recherche en informatique. À mon avis, c'est extrêmement grave et c'est extrêmement dangereux. C'est un peu comme si, lorsqu'on développait un nouvel avion, sauf que là, encore une fois, on parle de choses beaucoup plus dangereuses à mon sens qu'un avion, mais c'est comme si, lorsqu'on développait un avion, on se posait d'abord les questions de performance, à savoir est-ce que l'avion vole vite, plutôt que les problèmes
de sécurité qu'il y a autour de la conception d'un avion, qui sont aujourd'hui devenus extrêmement importants, avec des investissements énormes. On parle de 2 milliards de dollars pour chaque avion, avec des audits énormes et des conséquences énormes à chaque fois qu'il y a un accident dans le domaine de l'aviation, notamment publique. Je pense que l'un des gros enjeux aujourd'hui, c'est de changer un peu ses habitudes et de faire en sorte que la sécurité et l'éthique soient beaucoup plus valorisées, que les chercheurs du milieu valorisent beaucoup plus cela, s'intéressent beaucoup plus à ça, donnent beaucoup plus d'attention à cela, encouragent beaucoup plus la publication de tels contenus, valorisent les chercheurs du domaine au moment de recrutement, et ainsi de suite. Ceci clôt cette troisième partie qui parlait de tournesol et de tous les enjeux derrière la conception d'algorithmes sécurisés, éthiques et notamment gouvernés de manière collaborative. Et je viens maintenant venir à la conclusion qui, comme vous allez le voir, est un peu longue, mais qui est notamment parce qu'il s'agit pas mal d'un appel à l'action. Je pense que sur ces questions du numérique, trop souvent, on a tendance à s'indigner sans proposer vraiment de manière de vraiment avancer de manière constructive, notamment pour améliorer la qualité informationnelle sur Internet et pour éviter un effondrement informationnel qui est déjà malheureusement bien en route, comme on a pu l'observer dans le cas du Covid, dans le cas des émeutes du Capitole, dans le cas de la reprise de Twitter par un milliardaire américain, et ainsi de suite. Alors, vous pouvez aider chacun d'entre vous, et j'appelle vraiment chacun d'entre vous à réfléchir s'il ne faudrait pas que vous consacriez davantage de temps à justement aider la cause pour des algorithmes beaucoup plus éthiques, sécurisés et gouvernés de manière démocratique, notamment sur Internet. Alors, vous pouvez aider comment ? La première chose simple, c'est que si vous regardez cette vidéo, probablement vous consommez pas mal de contenu audiovisuel, probablement beaucoup de contenu audiovisuel de qualité, et du coup, on a absolument besoin de vous pour savoir quels sont ces contenus de qualité. Du coup, je vous invite à prendre le temps d'analyser les vidéos que vous avez observées, d'aller créer un compte sur Tournesol, de choisir ces vidéos que vous avez vues qui vous ont particulièrement marqué, et de les comparer, de faire des jugements sur Tournesol en nous disant à chaque fois, pour chaque paire de vidéos que vous avez regardées, laquelle devrait davantage être recommandée par l'algorithme de Tournesol, laquelle devrait être mise dans ce carré, dans ce rectangle jaune, où sont faites les recommandations de Tournesol sur la page d'accueil de YouTube lorsque les gens utilisent l'extension de Tournesol. Est-ce que dans ce rectangle jaune, il faut qu'il y ait davantage de sujets qui parlent du changement climatique, des abus des droits humains, de comment mieux réfléchir, comment améliorer l'esprit critique et la réflexion autour des contenus informationnels, et ainsi de suite. Le deuxième aspect sur lequel vous pouvez aider, c'est promouvoir la plateforme auprès notamment de vos amis, auprès des médias, auprès des politiciens, auprès des régulateurs, auprès des scientifiques, auprès des ingénieurs. Il y a énormément de travail à faire autour de Tournesol, et pour que Tournesol soit davantage mieux conçu, pour qu'il y ait davantage de recommandations de qualité, pour qu'il soit davantage digne de confiance, il faut absolument qu'il y ait beaucoup plus de gens qui utilisent Tournesol, qui aident Tournesol, qui aident à concevoir Tournesol, et ainsi de suite. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est invitez vos amis à utiliser Tournesol, parlez à vos amis du projet, du problème plus général des algorithmes de recommandation et de leur conception, et partagez des liens à chaque fois qui parlent de Tournesol. Donc typiquement, une des choses que vous pouvez faire, c'est que si, au lieu de partager un lien YouTube vers une vidéo de qualité sur vos réseaux sociaux ou sur vos applications de messagerie, au lieu de mettre le lien YouTube, vous pouvez mettre le lien Tournesol associé à cette vidéo. Il suffit de chercher la vidéo sur Tournesol, vous cliquez sur la vidéo, ça vous fait un lien, vous pouvez le partager, et donc indirectement ça promouvera le fait d'utiliser Tournesol, et en particulier le score Tournesol sera affiché, ce qui promouvera la réflexion sur la qualité des contenus recommandés. En troisième lieu, une chose que vous pouvez faire, c'est faire des dons, notamment financiers, ou nous aider à faire des appels à projets, à répondre à des appels à projets, chercher des financements. Ou encore, si vous êtes développeur, vous pouvez contribuer au code open source en licence libre de Tournesol, donc en licence AGPL, la base de données est en licence
qui est encore plus libre, qui est réutilisable à des fins commerciales. Donc voilà, je vous invite à vous intéresser à tout ça. Notamment, par exemple, une façon de promouvoir Tournesol, c'est si vous êtes étudiant ou chercheur en machine learning, vous pouvez utiliser la base de données de Tournesol comme base de données à étudier, à trouver des choses, des corrélations intéressantes, ou encore à entraîner des algorithmes à partir de cette base de données. En quatrième point, si vous êtes encore plus motivé, vous pouvez rejoindre le Discord de Tournesol pour vraiment aider à concevoir la plateforme ou à répondre, à aider à organiser la communauté qui veut s'intéresser à ces problèmes. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, Tournesol, c'est encore très petit. Aujourd'hui, on a un seul employé à 80%, et le reste, c'est des bénévoles. Donc moi-même, je suis bénévole de l'association, je suis président et je travaille à titre bénévole pour le développement de la plateforme. Et malheureusement, beaucoup de gens sont très occupés malheureusement à Tournesol par d'autres choses que Tournesol. Et du coup, on manque vraiment de temps et de main-d'œuvre pour mener à bien toutes sortes de projets. Donc si vous avez vraiment la motivation pour vous impliquer davantage, vous êtes plus que les bienvenus, voilà, pour répondre aux questions des utilisateurs, voire pour organiser toutes sortes d'événements. En particulier, j'appelle les scientifiques parmi vous à s'impliquer dans Tournesol. On essaie d'organiser régulièrement des talks, des présentations pour fédérer une communauté de chercheurs autour de ce projet. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour essayer soit de donner une présentation, soit pour assister et encourager du coup la participation à ce genre d'échanges académiques. Enfin, la dernière chose que vous pouvez faire, qui est la plus simple, c'est simplement de consommer Tournesol et de consommer plus généralement des contenus de qualité. Et ça, vous pouvez le faire notamment en téléchargeant l'extension navigateur Tournesol qui existe pour Firefox et pour Chrome, avec lequel vous aurez des recommandations. Bientôt, on espère développer des fonctionnalités pour vous permettre de faire directement des comparaisons de vidéos via l'extension, donc directement sur des pages YouTube, après avoir vu une vidéo typiquement. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à développer, mais il y a aussi beaucoup de choses à consommer. Et on pense que consommer ces contenus peut aussi améliorer tout simplement la qualité informationnelle et donc le niveau épistémique des différents consommateurs, pour ensuite essayer de mieux attirer notamment l'attention des gens vers les problèmes qui nous semblent être les plus urgents à résoudre pour la sécurité et le bien-être de la population.